Bonjour, sur cette présentation, je vais parler du syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable est le principal trouble digestif fonctionnel et ce n'est pas le seul, comme on va le voir par la suite. Sa prévalence mondiale est estimée à environ 11,2%, avec une prédominance féminine avec un sexe ratio de 2 à 3 sur 1. Le diagnostic positif de cette pathologie repose essentiellement sur un bon interrogatoire, un examen clinique avec une biologie de routine et si besoin, on peut demander d'autres examens complémentaires comme l'imagerie et l'endoscopie. Il faut savoir que cette prise en charge est personnalisée à chaque malade. Comme on l'a dit, le syndrome de l'intestin irritable fait partie des troubles fonctionnels digestifs. Selon la dernière classification de Rome, c'est celle de Rome 4, on voit qu'il y a plusieurs troubles digestifs qui sont divisés selon l'organe. Et vous voyez que le syndrome de l'intestin irritable avec ses sous-types fait partie des troubles digestifs intestinaux. Ce n'est pas le seul, comme vous le voyez, il y a aussi la diarrhée fonctionnelle, la constipation fonctionnelle, le ballonnement, la distension, d'autres types de pathologies fonctionnelles qu'il faut savoir différencier du syndrome de l'intestin irritable. Cette pathologie est définie par la présence d'une douleur abdominale qui est récurrente, qui survient en moyenne au moins une fois par semaine, avec au moins deux critères, des critères qu'on va décrire maintenant. Soit que cette douleur est associée à la défécation, soit qu'elle est associée à la modification de la fréquence des selles ou bien une modification de la consistance des selles. C'est-à-dire qu'il faut avoir une douleur abdominale récurrente avec au moins deux critères de ces trois. Ces critères doivent être remplis dans les 3 derniers mois et le début des symptômes doit dater au moins de 6 mois. Comme vous le voyez sur l'image, c'est l'échelle de Bristol qui va définir par la suite les sous-types de ce syndrome de l'intestin irritable ou IBS. Il y a 4 sous-types, soit le sous-type C, constipation, D, diarrhée, M, mixte ou EU, c'est l'inclassé. On va les voir par la suite. La physiopathologie de cette maladie est très complexe. On a plusieurs hypothèses, que ce soit la motricité, l'intervention du microbiote, la sensibilité, l'interaction avec le cerveau ou les aliments. Comme on le voit aussi sur ce schéma, vous voyez que c'est vraiment très complexe. Il y a plusieurs mécanismes. On voit qu'il y a une prédominance féminine par rapport au masculin, l'interaction avec le cerveau, les aliments, l'immunité, le problème de viscérosensibilité, l'altération du microbiote également, de la motricité. Aussi la sensibilité des intestins qui peut être aussi altérée et la distension par rapport au gaz, cette perception. Vous voyez que voilà, ça se résume à plusieurs mécanismes, grosso modo, soit l'anomalie du microbiote, des acides biliaires, une perméabilité intestinale qui est accrue, des troubles moteurs intestinaux, l'inflammation aussi, la perturbation du dialogue intestin-cerveau et on a trouvé que 60% des malades qui ont un syndrome d'intestin irritable type diarrhée ont un problème d'hypersensibilité. Devant la suspicion de cette maladie, il faut faire un bon examen clinique avec des investigations complémentaires qui sont complètement normaux. Là, c'est un diagnostic de certitude, mais il faut faire attention que c'est toujours un diagnostic d'élimination, puisqu'il faut toujours éliminer une pathologie organique avant de dire que c'est une pathologie fonctionnelle. Le diagnostic repose essentiellement sur les critères de Rome qu'on a vus tout à l'heure. C'est toujours la douleur abdominale chronique qui survient au moins une fois par semaine dans les 3 derniers mois, associée avec au moins 2 signes. Soit que cette douleur est en relation avec la défécation, ou bien qu'il y a des modifications de la fréquence des selles ou l'aspect des selles. Et je vous rappelle l'échelle de Bristol qui est très important pour faire le diagnostic, mais aussi pour faire la part des choses entre les différents sous-types. Alors, comme on a vu, il y a plusieurs types de selles selon l'échelle de Bristol. Et selon ce type de selles, nous allons classer nos malades soit en IBS-C ou D, M ou U. Et comme je l'ai mis, il faut toujours déterminer par rapport à un seuil qui est de 25%.
C'est-à-dire, par exemple, pour l'IBS type constipation, on a en général 25% de selles qui sont de type 1-2, c'est-à-dire ce sont des selles qui sont très dures, et moins de 25% des selles qui sont de type 6 et 7, des selles qui sont très diarrhéiques. Pour le type de diarrhée, c'est le contraire. Nous avons une prédominance, c'est-à-dire plus de 25% de selles qui sont 6 et 7, et moins de 25% des selles qui sont 1 et 2. Et quand c'est mixte, ça veut dire qu'on a plus de 25% des selles 1 et 2 et plus de 25% des selles 6 et 7. Pour les inclassés, c'est-à-dire que ce sont des patients qui n'ont pas assez de critères pour avoir les trois sous-types. Et là, on dit que c'est un IBS-U, c'est-à-dire inclassé. Pour faire le diagnostic, nous avons deux cas de figure. Soit le patient il est jeune, les symptômes sont typiques, l'examen physique est complètement normal, on lui donne un traitement médical et répond de façon spectaculaire et le suivi est possible et facile. Ce genre de patient où on ne suspecte pas autre chose, on fait moins d'investigations et on les suit de très près, à condition. Si on a un signe d'appel qui apparaît ou que la symptomatologie reprend de façon très accentuée, là on va faire des investigations. Contrairement aux patients qui soit ils sont âgés, soit que les symptômes sont d'emblée atypiques, ou bien qu'il y a des signes d'alarme à type d'hémorragie digestive comme les rectorragies, avec un amaigrissement, avec une anémie, un retentissement, et quand on donne le traitement médical, ça ne marche pas, ou bien que le suivi est difficile, ce sont des patients qui habitent loin, qui ne peuvent pas revenir, là on va être amené à faire plus d'investigations. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le syndrome de l'intestin irritable est un diagnostic d'élimination. Mais quel type d'investigation nous allons faire? En premier lieu, ce sont les endoscopies, à savoir la coloscopie. Comme vous voyez sur l'image en haut, c'est un tube qui est souple, ce n'est pas un tube qui est rigide. Et grâce à cette souplesse, on peut remonter jusqu'à le cécum en passant par le sigmoïde, le côlon gauche, le côlon transverse et le côlon droit vers le cécum et voire la dernière anse iléale. En général, on fait ces investigations, comme je l'ai dit, quand il y a des signes d'alarme, c'est-à-dire un âge qui est supérieur à 50 ans. Dans d'autres pays, on peut être amené à faire une coloscopie, même pour les patients qui ont un âge supérieur à 45 ans, où il y a une hémorragie digestive atypique de rectorragie, avec un retentissement, l'anémie, la diarrhée, ou tout simplement si on a un amaigrissement qui n'est pas expliqué. On a trouvé, plusieurs papiers avaient trouvé qu'il y avait des signes qui n'avaient pas vraiment de valeur par rapport à la gravité de la maladie, comme l'intensité de la douleur et le temps quand ils sont nocturnes. Concernant les autres examens complémentaires, ce sont des examens de routine qu'on doit faire devant tout malade devant suspicion du syndrome de l'intestin irritable, une NFS, un bilan inflammatoire, un ionogramme, une calcémie. On peut être amené à faire une calprotectine fécale si on suspecte par exemple une MICI. Si elle est inférieure à 40 avec une CRP qui est négative, la probabilité d'avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin est inférieure à 1%. Mais il faut faire attention parce qu'on a trouvé que 30% des syndromes de l'intestin irritable peuvent avoir une calprotectine qui est un peu élevée, voire même supérieure à 100 microgrammes par gramme. On peut être amené à faire une parasitologie des selles et des coprocultures, surtout si on a une diarrhée. Et vu notre contexte endémique de pathoparasitose, la TSH si on suspecte une dysthyroïdie, les sérologies de la maladie cœliaque plus ou moins avec une gastroscopie et biopsie si on suspecte une maladie cœliaque. C'est surtout pour les patients qui ont un syndrome d'intestin irritable type diarrhée ou mixte, et le test respiratoire au lactose si les symptômes sont persistants. Nous allons passer à la prise en charge thérapeutique. Déjà, il faut savoir définir le but de ce traitement. La guérison complète n'est pas un objectif réaliste. C'est-à-dire on ne doit jamais dire au patient qu'on va le guérir à 100%, qu'on va lui donner un traitement, que ça va partir et que ça ne va jamais revenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une maladie qui est chronique, comme le diabète, comme l'HTA. Il faut savoir vivre avec. Et on vise plutôt l'amélioration des symptômes avec la diminution de la douleur qui est le maître symptôme de cette maladie. Il faut savoir gérer les crises par un traitement qui est à la demande et parfois on peut être amené à donner des médicaments plus ou moins au long cours.
Et ça doit être basé surtout sur le type des symptômes et la sévérité de celle-ci. Comme on l'a vu, il y a plusieurs sous-types et le traitement va changer selon le type. Alors, la prise en charge thérapeutique repose essentiellement sur un diagnostic déjà qui est fiable, précoce et positif, parce qu'on a dit que c'est un diagnostic d'élimination. Il faut savoir écouter les plaintes et donner des explications aux patients, faire des mesures hygiéno-diététiques, et il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour savoir gérer la crise et pour un traitement plus ou moins de fond. Sans oublier les traitements alternatifs qu'on va voir à la fin. Déjà, la première étape de la prise en charge thérapeutique, c'est la relation médecin-malade. Il faut savoir écouter le patient, éviter de lui dire que vous n'avez rien, que vous avez juste un côlon nerveux, que bon, on va rien faire. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut plutôt comprendre ses plaintes, le rassurer, lui donner des explications avec un peu de rationnel physiopathologique, que voilà, vous avez un problème de sensibilité, de motricité, que voilà, on va essayer d'agir sur ce problème, sur ce point. Que la guérison, malheureusement, n'est pas envisageable, mais le but de ce traitement et de cette prise en charge est plutôt d'espacer et diminuer l'intensité des crises douloureuses, avec surtout la régularisation du transit qui peut être malheureusement très handicapante, surtout chez les patients qui sont jeunes et qui sont actifs sur le plan professionnel. Puis on passe aux mesures hygiéno-diététiques. Il n'y a pas de mesure hygiéno-diététique qui est standardisée pour tous les patients, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs régimes. On a des régimes pauvres en FODMAPs, en lactose, en gluten. Il y a plusieurs régimes, il faut adapter selon le contexte du patient. Sans oublier l'arrêt du tabac et de l'alcool, savoir entretenir une activité sportive régulière, surtout pour les sous-types qui ont une constipation. Il y a plusieurs études qui sont apparues dans ce sens et ils avaient trouvé que pour ces malades, une activité régulière de 2 à 3 fois par semaine avait vraiment une action très bénéfique sur les symptômes au bout de 3 mois. Pour ces patients toujours qui sont constipés, il faut savoir leur apprendre à ne pas se retenir, à partir au sel à des heures fixes, au calme, ne pas vraiment se stresser, se précipiter, partir à une heure fixe, privilégier les toilettes turques parce que ça mime la position physiologique, sans oublier la supplémentation en fibres alimentaires qui est très vraiment importante pour l'alimentation des constipés qu'on doit faire de façon progressive. On avait trouvé que l'eau riche en magnésium aidait aussi ces patients. Alors, c'est quoi déjà les FODMAPs pour savoir ce qu'on va restreindre quand on parle de régime pauvre en FODMAPs? Bon, c'est fermentés cibles, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et poly. C'est-à-dire les FODMAPs, bon, ce sont les fructo-oligodimonosaccharides et polyols. Comment ça agit ces FODMAPs? En fait, ce sont des sucres qui ne sont pas très bien digérés, c'est-à-dire que ils ne vont pas être bien absorbés. Et quand ça va s'accentuer et s'accumuler au niveau de l'intestin, vous voyez qu'il y aura une fermentation par le microbiote intestinal, surtout au niveau du côlon, qui va faire qu'il y aura une production accrue de gaz avec une distension de l'intestin. Ça va donner des signaux vers le cerveau et ça va donner des douleurs abdominales, surtout si on a des patients qui ont une hypersensibilité intestinale. Ce qui fait que on aura ce ballonnement, ces douleurs et parfois par la suite on peut avoir d'autres symptômes comme la diarrhée. Alors, en quoi consiste ce régime pauvre en FODMAPs? Bon, il a été décrit, c'est à la mode depuis quelques années. Le consensus des deux sociétés savantes françaises, SNFGE et CREC, avait, c'est-à-dire qu'on va restreindre tous ces types d'aliments et comme vous le voyez, c'est vraiment un régime qui est très restrictif. Ce n'est pas un régime à vie, c'est un régime pour gérer la crise. En général, on le fait pendant quelques semaines et après, il faut commencer à introduire. Et là, c'est un problème parce que on ne sait pas ce qu'on va introduire, comment on va l'introduire. C'est pour ça qu'il faut avoir l'appui d'un diététicien qui est très formé pour ne pas tomber dans le piège des carences. Parce que le problème de ce régime, c'est qu'il est vraiment très restrictif.
Et quand on dit restriction, on va dire qu'il y aura un apport nutritionnel qui est insuffisant et des carences. Alors, il y a eu plusieurs études qui sont apparues pour voir est-ce que ça marche. Bon, grosso modo, plusieurs études ont montré que ça marchait sur les symptômes, sur le ballonnement, sur la douleur abdominale, comme le montre cette étude. Mais il y a eu une étude qui est apparue en 2015 qui est très intéressante, qui a comparé le InfoodMaps qui est bien suivi. Comme vous l'avez vu, comme on le voit sur la diapositive, il y a un amaigrissement de 4 à 5 kg. On a commencé à élargir à partir de 6 à 8 semaines parce que c'est un régime qui est restrictif. Et on essaie de trouver une dose minimale tolérable pour chaque aliment. C'est ça le problème de ce régime. Par la suite, c'est difficile de savoir vraiment dire quelle est la dose minimale tolérable. Et on avait comparé ce régime à une alimentation qui est saine. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 repas par jour, plus ou moins des collations, en quantité qui est suffisante pour ne pas avoir faim, ni être trop rassasié, c'est-à-dire ni avoir faim ni rassasié, éviter ce qui est trop gras, diminuer les fibres insolubles, les épices, le café, l'ail, l'oignon, chou, soda, bon, plusieurs aliments étaient évités. Et prendre surtout son temps pour manger et bien mâcher. Et ce qui était intéressant dans cette étude, que vous voyez sur l'image, on a vu qu'il y avait presque le même effet, que ce soit une alimentation pauvre en FoodMaps ou une alimentation saine, une vraie alimentation saine, qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Et là, on se dit, est-ce que vraiment on a besoin de faire ce régime trop restrictif? Ça reste à démontrer, on a trouvé que ça marchait, mais je dirais que c'est en cours d'étude pour améliorer ce régime. Il y a d'autres régimes, surtout si on a une intolérance au lactose. Bon, cette intolérance est apparemment plus élevée en Afrique et en Asie du Sud-Est. Le traitement repose sur la limitation des quantités de lactose dans l'alimentation, c'est-à-dire avoir un régime qui est pauvre en lactose. Et le lactose, on le retrouve dans tout ce qui est lait d'origine animale, les préparations à base de lait, la glace, la crème, le fromage, pâtisserie, riz. Et en général, quand les patients ils ont une intolérance de lactose et qu'on diminue cet apport, ils ont une amélioration surtout pour tout ce qui est ballonnement. Il y a aussi les régimes en cas d'intolérance au fructose. Il faut éviter les fructoses libres, les jus de fruits, les fruits séchés, le miel, les sirops. Donc c'est à personnaliser pour chaque patient. Un autre volet de la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable, c'est une bonne activité physique. 30 minutes par jour est suffisante pour diminuer la rétention de gaz et la douleur abdominale, comme on le voit sur cette étude. On passe aux traitements médicaux. Il y a plusieurs types de traitements qu'on peut proposer aux patients, soit des antispasmodiques, des absorbants de gaz, des régulateurs de transit, des probiotiques et des antibiotiques, et à la fin des antidépresseurs. On commence par les antispasmodiques et les régulateurs et les absorbants. Et ces traitements vont viser tout ce qui est motricité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'antispasmodiques qu'on peut proposer, comme on le voit sur la diapositive. Et le but, c'est de diminuer cette motricité colique. Et on a trouvé qu'il y avait une efficacité qui était démontrée pour la plupart des molécules, mais modeste, malheureusement. On a trouvé qu'il y avait quelques molécules qui avaient une action qui était meilleure en cas de douleur postprandiale et d'impériosité, comme la mébévérine et la trimébutine, contrairement au fluoroglycénol qui a une action, je dirais, mieux pour les exacerbations douloureuses, c'est-à-dire les crises. Il ne faut pas oublier les régulateurs du transit, puisque la plainte des patients, c'est plutôt des troubles de transit et qui doivent être adaptés selon le type. Si on a une constipation, on va donner des laxatifs. Et si le patient a un transit qui est accéléré, on va lui proposer des antidiarrhéiques. Le troisième type de médicament, ce sont les absorbants de gaz. Et ces absorbants vont stimuler ce système digestif afin de favoriser l'activité intestinale. Ils ont des effets qui sont légèrement laxatifs et antispasmodiques et ça empêche la prolifération des gaz intestinaux. Ainsi, on va éviter les douleurs qui les accompagnent. Et ça va agir surtout sur le ballonnement abdominal, surtout chez les patients qui se plaignent toujours de distension abdominale.
Il y a d'autres volets de prise en charge qui visent plutôt le microbiote, puisque ça fait partie des mécanismes physiopathologiques. On a les probiotiques. Bon, il y a plusieurs probiotiques qui sont sur le marché. Deux souches ont vraiment montré leur efficacité au cours du syndrome de l'intestin irritable. Ils sont disponibles au Maroc. Bon, c'est en cours d'étude, puisque le microbiote, c'est un terrain qui est assez fertile. Il y a plusieurs souches qu'on retrouve à fur et à mesure, et il y a des tests sur cette physiopathologie et ce mécanisme de relation entre le microbiote et le syndrome de l'intestin irritable. Il y a eu des études qui avaient montré que les traitements, on avait juste une souche, étaient meilleurs qu'un mélange de souches parce qu'il n'y a pas d'effet de dose, il n'y a pas d'effet de durée, mais ça reste à démontrer, et comme je l'ai dit, c'est un terrain qui est fertile et ça change tout le temps. On peut proposer aussi des antibiotiques. Bon, ça a été démontré que certains antibiotiques comme la rifaximine avaient un effet qui était démontré pour les syndromes de l'intestin irritable type non-constipation, c'est-à-dire pour tout ce qui est diarrhée ou mixte, à condition qu'on n'a pas de colonisation bactérienne au niveau du grêle qui est prouvé. Et pour faire ça, il faut faire des tests, malheureusement, qu'on n'a pas au Maroc. En général, on propose que ça ne soit pas à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des tests pour éliminer cette colonisation bactérienne chronique du grêle. Pourquoi? Parce que si on donne ces antibiotiques sans être sûr, là on peut majorer malheureusement la dysbiose. C'est-à-dire que ça peut marcher, mais c'est en cours d'étude, et on va voir par la suite est-ce qu'on peut le proposer pour les patients si vraiment on est en échappement thérapeutique et qu'on n'a pas vraiment d'autres alternatives. Un autre volet du traitement médical, ce sont les antidépresseurs, et cette fois-ci, ça va agir sur la relation cerveau-intestin. Il y a les tricyclines et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais oublier les comorbidités psychiatriques. Par exemple, si le patient a déjà une dépression ou autre, il faut la traiter de façon efficace. Après, on passe pour dire qu'on va donner ce traitement pour la colopathie. Ça modifie la physiologie gastro-intestinale et en fait, ça vise à réduire cette perception douloureuse centrale. Le traitement de choix, ce sont les antidépresseurs tricycliques. On les donne en général à des faibles doses initiales qui ne sont pas antidépressives et après, on va augmenter petit à petit de façon progressive par palier. En général, ça a une action qui est retardée de quelques semaines, et si on a un succès, on se dit qu'on va commencer probablement à faire une décroissance à partir du 6e mois. Le deuxième type d'antidépresseurs, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Leur utilisation est moindre. Pourquoi? Parce que l'effet est moindre que la première classe thérapeutique. On n'oublie pas les traitements alternatifs. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé qu'il y avait 35% des patients au moins avaient recours à ces traitements. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, ce qui est fait, ce sont tout ce qui est hypnose, relaxation, yoga, thérapeutique, cognitivo-comportementale et ostéopathie. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on a trouvé que vraiment ça a marché sur le plan thérapeutique. Malheureusement, il y a des études qui sont faites, mais qui ne servent strictement à rien, comme tout ce qui est hémochauffé, les magnétiseurs. Les études ont montré que ce sont des alternatives qui ne marchent pas. Aussi la gestion du stress et l'acupuncture, on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant qu'il y avait un effet bénéfique. Contrairement à tout ce qui est hypnose et yoga, qui sont très conseillés pour ces patients où on est en échec thérapeutique. Voici une stratégie thérapeutique qui a été proposée selon le type du syndrome de l'intestin irritable pour dire que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de traitement standard pour tous les patients. Ça doit être adapté à chaque type de patient. Par exemple, quand on a un syndrome d'intestin irritable inclassé ou mixte, on fait des antispasmodiques. En deuxième ligne, on peut donner des anticholinergiques, antidépresseurs, probiotiques et voire même des antibiotiques. Quand on a une constipation qui est prédominante, là, on va agir sur la douleur, les antispasmodiques, antidépresseurs, probiotiques, mais comme on l'a dit, pas de rifaximine en première intention et à l'aveugle. Commencer des régimes, des laxatifs, et si ça ne marche pas, là, on va donner d'autres traitements qui sont en cours d'étude.
Si on a plutôt une diarrhée qui est prédominante, là, on va faire le même traitement pour tout ce qui est douleur, mais on va changer les traitements et les régimes c'est le contraire. On va faire des régimes qui sont à base de riz, de pâtes, de semoule pour moduler ces selles et donner des antidiarrhéiques. Et toujours en deuxième intention, on peut passer au traitement antidépresseur. En conclusion, le syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle ou autre, il y a plusieurs dénominations à cette pathologie. C'est un motif qui est très fréquent en consultation, que ce soit pour le médecin généraliste ou le gastro-entérologue. La physiopathologie est très multifactorielle, ce qui fait que cette approche thérapeutique elle est vraiment différente pour chaque patient. En premier lieu, il faut déjà confirmer le diagnostic de façon précoce. Pourquoi? Parce que c'est un diagnostic d'élimination, qu'il faut exclure les pathologies organiques, surtout tout ce qui est tumoral et inflammatoire, surtout si on a un sujet âgé ou des facteurs de risque. Et à la fin, cette prise en charge repose essentiellement sur la relation médecin-malade. Il faut savoir écouter, rassurer et expliquer aux patients. Et à la fin, on indique le bon médicament au bon patient. Je vous remercie pour votre attention.